d'un vecteur de D1 et d'un vecteur de D2. Donc d'abord, on montre que D1 inter D2 est égal au singleton 0. Donc, si par l'absurde, j'avais un vecteur dans D1 inter D2, un vecteur W non nul, alors je pourrais nécessairement W, il est de la forme lambda fois U, puisque la droite D1, c'est la droite engendrée par le vecteur U. Mais W, il s'écrit aussi comme mu fois V, avec V, donc le vecteur qui est engendré des deux. Et lambda et mu sont des réels non nuls, puisque W lui-même est non nul. Bon, mais maintenant, simplement, en trafiquant un peu ces deux égalités, j'obtiens que U s'écrit comme une certaine constante, lambda moins 1 mu, fois V. Et donc ça me dit à in fine que les deux droites sont les mêmes. D'accord? Puisque les deux vecteurs sont proportionnels. Donc ça, c'est absurde. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de vecteur non nul dans D1 inter D2. Ok? Ça, c'est la première partie de la preuve. Et donc maintenant, on a la deuxième partie donc qui consiste à montrer que D1 plus D2 est égal à R2. Donc là, j'ai utilisé des résultats d'algèbre linéaire du début d'année. Alors, je ne sais pas exactement ce que vous avez fait là-dedans. Donc, de ce que j'ai compris, vous n'avez pas parlé de formule de Cramer. Mais par contre, vous connaissez le résultat quand même. Donc, on va utiliser juste le résultat. Les formules sont pas importantes en soi. Donc, je fixe EF, un vecteur quelconque de R2. Donc, moi, mon but, c'est de montrer que EF, je peux l'écrire comme une combinaison linéaire de U et de V. D'accord? Ça me dira à ce moment-là que je peux l'écrire comme une somme d'un élément de D1 et d'un élément de D2. Donc, dire qu'il est combinaison linéaire de U et V, c'est dire que il s'écrit comme XU plus YV avec X et Y deux réels. D'accord? Alors, j'ai pas écrit des lettres grecques ici parce que X et Y, ça va être des inconnus, donc on est un peu habitué à avoir ce genre de lettres pour des inconnus, mais j'aurais pu écrire alpha et bêta et résoudre le système en alpha et bêta. Donc, dire que je cherche à écrire EF comme XU plus YV, ça revient, en travaillant coordonnée par coordonnée, à résoudre le système suivant, AX plus BY égale E et CX plus DY égale F. Donc ça, c'est un système de deux équations à deux inconnus, et c'est un système qui est non homogène. Il y a un terme à droite qui a priori est non nul, qui est EF. Donc ça, c'est non homogène. Donc la théorie des systèmes de deux équations à deux inconnus me dit que un tel système non homogène, il admet une unique solution si et seulement si AD moins BC est non nul. Donc sans doute vous avez vu ce résultat-là, enfin ça j'espère. Quelqu'un peut me confirmer que vous avez vu ce résultat-là dans le cours? Donc juste Oui, au écrit là. début des systèmes. Oui ou pas? Oui. Confirmé! Confirmé. Je te remercie. Donc un tel système, il admet une unique solution si et seulement si son déterminant est non nul. Donc en fait, on peut s'arrêter là. On sait qu'il y a une unique solution. Donc, on est dans le cas où AD moins BC est non nul. Donc, on sait qu'il y a une unique solution pour n'importe quel E et n'importe quel F. D'accord? Donc, ça, en fait, ça me dit que, du coup, non seulement ça me dit que D1 plus D2 est égal à R2, mais comme le cours, il me dit que la solution, elle est unique, et ben, j'ai même, en fait, l'unicité de la décomposition. Je sais que je vais pouvoir écrire EF d'une unique façon comme XU plus YV. Et donc ça me reprouve en même temps l'unicité de la décomposition. Donc, dit autrement, soit je fais ma première étape qui montre que D1 inter D2 est égal à 0, et ensuite je dois juste montrer que tout élément est somme d'un élément de D1 et d'un élément de D2, soit je dis directement que tout élément de R2 est somme d'une unique façon d'un élément de D1 et d'un élément de D2. D'accord? Et dans ce cas-là, j'ai pas besoin de vérifier que D1 inter D2 est égal à 0, puisque c'est une autre caractérisation d'être en somme d'être supplémentaire. Et donc ce que je dis, hein, c'est que j'ai redémontré la première partie de l'étoile, elle est contenue ici dans ce résultat d'unicité. Ok. Mais donc, en tout cas, ce qui est important, c'est que j'ai une solution, toujours. Et donc, si vous voulez les formules, donc les formules, on reviendra sur ce genre de formules, mais elle est donnée par là, mais j'en ai pas vraiment besoin. Ce qui m'importe, c'est de savoir que la solution existe.
Ok. Et donc, une fois que j'ai ça, donc ça me dit bien que D1 plus D2 est égal à R2. Et donc, j'ai gagné. Et donc là, le commentaire qui est dans la parenthèse, c'est ce que je viens de dire sur le fait que l'unicité remonterait le premier point, comme quoi l'intersection de D1 et D2 est réduite à 0. Ok, donc c'est une façon de faire qui est la moins géométrique possible, même si à la fin on est en train de parler de droite et de R2. Elle n'est pas géométrique, bah, pour vous montrer justement comment essayer de raisonner sans utiliser des propriétés de géométrie qu'on n'aurait pas vraiment vues. Ok, est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice 1? Est-ce qu'il y a des gens qui avaient une résolution significativement différente? J'aimerais bien un peu de Non, pas. entendre des choses. C'est trop facile, on comprend rien, c'est quoi? Ben non, mais maintenant, avec l'explication, ça va. Ok. Pour moi. Bon, bah Ouais, alors ça du coup, on passe à l'exercice 2. Donc l'exercice 2, donc c'est un peu la même chose, mais maintenant on passe en dimension 3. Donc on considère D une droite vectorielle, donc c'est-à-dire un sous-espace engendré par un vecteur non nul. P un plan vectoriel, c'est-à-dire un sous-espace engendré par deux vecteurs non nuls collinéaires, non collinéaires, non proportionnels. Et donc on veut montrer que si D n'est pas dans P, alors D et P sont supplémentaires. Donc, pour faire ça, on est un petit peu embêté parce qu'on n'a pas vraiment les bons outils, mais on va essayer de le faire quand même par le calcul. Donc, l'idée, ça va être quoi? Qu'est-ce qu'on va faire dans la preuve? Bon, alors la première étape, elle est facile, c'est de vérifier que D inter P est réduite à 0. Donc, je suppose que D n'est pas incluse dans P et je prends un vecteur non nul dans D. D'accord? Un vecteur U non nul. Donc, si par l'absurde, on avait U qui était dans P, alors comme U il est dans D et que P est un espace vectoriel, tout l'espace vectoriel engendré par U serait dans P. Mais l'espace vectoriel engendré par U, c'est la droite D. D'accord? Donc si on avait U dans P, en fait, on aurait tout D qui est dans P. Mais ça, on a supposé que D n'était pas incluse dans P. D'accord? Donc, un vecteur de D ne peut pas être dans P, et donc un vecteur non nul de D ne peut pas être dans P, et donc D inter P est égal à 0. Ok. Donc maintenant, donc là c'est la partie un peu difficile. On veut montrer que P plus D est égal à R3. Donc il y a différentes façons de faire. Une façon possible de faire, et c'est comme ça que j'avais rédigé la preuve au début, c'est d'écrire que P c'est un plan de R3. Eh bien, je peux l'écrire comme l'ensemble des x, y, z de R3 qui vérifie une certaine équation de la forme AX plus BY plus CZ égale 0. Donc ça, j'espère que c'est clair pour tout le monde, que n'importe quel plan, on peut l'écrire sous cette forme-là. Le problème, c'est que ça, c'est quelque chose que vous avez vu normalement au lycée. Mais pour le moment, en fait, on ne sait pas vraiment faire avec les moyens qu'on a là. On a juste, on pourrait le démontrer, hein, qu'on peut toujours écrire un plan de cette forme-là. Mais moi, j'ai juste défini un plan comme un truc engendré par deux vecteurs. J'ai pas dit que c'était l'ensemble des vecteurs qui satisfaisaient une équation comme ça linéaire. Donc j'ai pas envie d'utiliser ce truc-là et donc j'ai essayé de m'en sortir autrement pour montrer que la somme de P et de D était égale à R3. Ok, donc ça c'est plutôt alternative, mais alternative qui à un moment ou un autre va utiliser un peu quelque chose qu'on n'a pas vraiment démontré. Donc il faudra démontrer autre chose. Ok. Donc je vais pas vraiment parler du coup de cette alternative, surtout qu'on le fera rapidement dans le cours, dans la partie forme linéaire et hyperplan. On parlera de ce genre d'approche à partir d'équations. Donc je vais juste faire avec les moyens du bord, donc en utilisant simplement que P est engendré par deux vecteurs non proportionnels. Donc l'idée, ça va être quoi? Ça va être, donc je passe à la page 2 pour vous montrer la fin. Le bilan, il nous dit quoi? Il nous dit que
j'ai trois vecteurs 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1 qui sont dans P plus D. D'accord? Donc c'est vers ça que j'ai envie d'aller. J'ai envie de montrer que ces trois vecteurs qui engendrent R3, bien sûr, puisque n'importe quel élément de R3, il est combinaison linéaire de ces trois vecteurs, par définition, si vous voulez. J'ai envie de montrer du coup que ces trois vecteurs-là sont dans P plus D. Si je montre que ces trois vecteurs-là le sont, et ben alors ça me dit que tout le monde est dans P plus D. D'accord? Donc c'est ça le but de la preuve. Et donc pour faire ça, je vais essayer d'écrire les vecteurs de trouver des vecteurs de P plus D qui ont une forme sympathique. Donc d'abord, je choisis un vecteur U non nul dans P, n'importe lequel. Donc ce que je dis, c'est que j'ai une des coordonnées c'est pas de P, pardon, c'est de U. J'ai une des coordonnées de mon vecteur U qui est non nul. Par symétrie, je vais dire que c'est la première. Si c'est la deuxième, simplement vous changez l'ordre des coordonnées. Enfin bon, il faudrait un petit peu justifier, mais bon, si vous pouvez faire une disjonction de cas, si c'est la première, on a ça, si c'est la deuxième, on a ça, mais ça va juste être long et à la fin, on a toujours les mêmes raisonnements, quitte à changer première, deuxième et troisième. Donc je vais dire que c'est la première coordonnée qui est non nulle. Et donc maintenant, je peux, quand je dis normaliser, c'est-à-dire que je peux multiplier ou diviser U par un réel non nul. Et quitte à faire ça, je vais pouvoir supposer que U il est de la forme 1AB. D'accord? Simplement parce que U, c'était un certain U1, U2, U3, avec U1 différent de 0. Et quand j'ai ça, je peux diviser U par U1. Et donc ça me fait 1 U2 sur U1, U3 sur U1. D'accord? Et donc c'est bien un truc de la forme 1AB avec A et B des réels. Qui peuvent être nuls ou qui ne le sont pas, on ne sait pas. L'important, c'est d'avoir mis un 1 dans la première coordonnée de U. Donc une fois que j'ai mis U de cette forme-là, je m'arrête de travailler avec U. Donc évidemment, quand je normalise U sur U1, il reste dans P, d'accord? Parce que U est dans P, donc quand je divise, ça reste dans P. Donc j'ai trouvé un vecteur de la forme 1AB dans P. Maintenant, j'en prends un deuxième. Je prends un vecteur V qui n'est pas proportionnel à U. Et ça, les vecteurs pas proportionnels à U, ça existe parce que si tous les vecteurs étaient proportionnels à U, P serait une droite. Donc, je note V1 la première coordonnée de V et je vais retrancher V1 fois U à V. Donc, V1, il est de la forme V1, V2, V3. U, il est de la forme 1A, B. Donc, W, quand je fais V1, V moins V1, U, en première coordonnée, il me reste rien. Et en deuxième coordonnée, il me reste quelque chose que je mets par une petite étoile. En troisième coordonnée, il me reste quelque chose. Ok. Mais donc maintenant, j'ai un vecteur W qui est dans P et dont la première coordonnée est nulle. Mais parmi les deux étoiles, il y en a forcément une qui est non nulle puisque j'ai supposé que j'ai supposé que V n'était pas proportionnel à U. Donc, par symétrie encore, je vais dire que c'est ce truc-là qui est non nul. Et quitte à diviser W par ce coefficient-là, je vais pouvoir supposer que W, il est de la forme 0, 1, quelque chose que je note C. D'accord? Donc là, c'est important. Donc on verra ça quand on fera les systèmes linéaires en général. Mais ça ressemble à du pivot de Gauss. Ce que vous faites, c'est vous rajoutez des zéros. Enfin, vous rajoutez des zéros au fur et à mesure et vous rajoutez des 1 en divisant par les coefficients que vous avez. D'accord. Donc le bilan intermédiaire de cette étape, c'est que j'ai construit dans P deux vecteurs que j'ai appelés U et W, avec W qui est de la forme 1AB et avec U pardon qui est de la forme 1AB et W qui est de la forme 0,1C. Donc ça c'est vrai avec les petites hypothèses que j'ai dit que telle coordonnée était non nulle. En général, il faudrait soit ça va être 1AB 0,1C, soit ça va être 1AB 0C1, soit c'est la deuxième coordonnée qui sera égale à 1, etc. Donc il faudrait faire une disjonction de cas, mais on peut raisonner aussi par symétrie, ça ne pose pas de problème. Donc maintenant, je rajoute donc là, j'ai rien utilisé sur D pour le moment. Donc maintenant, je prends un vecteur X qui est dans ma droite D.
Et j'appelle x1 et x2 les deux premières coordonnées de x. Donc x, il est de la forme x1, x2, x3. Et je vais de nouveau enlever des multiples de u et de v pour me ramener à une forme simple. Donc je prends le vecteur y qui est x moins x1 u moins x de v. Donc u, il est là, c'est x de w. Donc y, eh bien, en première coordonnée, au début j'ai x, mais ensuite j'enlève le x1 fois la première coordonnée de u qui est 1, donc ça fait x1. Et il n'y a pas de première coordonnée pour w, pardon. Donc la première coordonnée de y, c'est 0. De même, la première coordonnée pardon. De même, quand j'enlève x2 fois w, j'annule la deuxième coordonnée. Non, mais il y a un problème. Excusez-moi. Excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? Je me suis perdu tout seul, c'est dur raisonner comme ça. 1AB, 0, 1C. Ça, c'est U. Ça, c'est W. Et X, c'est X1, X2, X3. Oui, donc pardon, donc c'est pas la formule n'est pas la bonne, excusez-moi. Donc le problème c'est quand j'enlève x moins x1 fois u, je suis en train d'enlever donc x moins x1 fois u, c'est 0, x2 moins x1 fois a, x3 moins x1 fois b. Et donc, je prends y. Moi, maintenant, je veux enlever cette coordonnée-là. Donc, je prends y égale x moins x1 fois u moins, et donc, c'est pas x2 fois w que je veux enlever, c'est x2 moins x1 fois w. Et donc, ça va être de la forme 0, 0 et quelque chose. Ok, donc je suis désolé. C'est ça la bonne formule. Je le corrigerai, je vous renverrai la bonne version. Donc, y, c'est x Monsieur, moins x1 fois u monsieur, moins. Oui, faut aussi enlever le A dans. Enfin, faut mettre x2 moins x1 fois A. ah, il y a un. Oui, il y a un Oui. A, pardon. Ok. Bon, c'est un peu le bazar. Désolé pour ça. Bon, le but, c'est juste de faire des petites opérations pour obtenir comme ça un nouveau vecteur. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est quelle que soit la formule, le y, il est dans P plus D, d'accord? Parce que c'est une somme et une différence de vecteurs qui sont dans P et dans D. Et si j'ai bien écrit les choses, ces deux premières coordonnées sont nulles. Donc maintenant, y, sa dernière coordonnée ne peut pas être nulle, parce que si la dernière coordonnée était nulle, ça voudrait dire que y, donc y serait nul du coup, puisque les deux premières sont déjà nulles, et donc ça voudrait dire que x est combinaison linéaire de u et de w. Mais ça, c'est pas possible parce que ça voudrait dire que notre vecteur x qui est dans D, il serait dans P, et donc toute la droite D serait incluse dans P, et on a dit qu'on voulait pas de ça. Donc j'ai ma dernière coordonnée là, le étoile qui est là. Cette dernière coordonnée, elle est non nulle. Et donc, quitte à normaliser, je vais pouvoir supposer que y est égal à 0, 0, 1. Donc finalement, et c'est ça qui est important, on a trouvé trois vecteurs dans P plus D, donc avec U qui est de la forme 1AB, W qui est de la forme 0, 1C,
et Y qui est de la forme 0, 0, 1. D'accord? Donc ça, c'est bon. Le seul truc qui n'était pas bon, c'est la formule pour Y. Mais donc maintenant, donc 0, 0, 1, je l'ai déjà. 0, 1, 0, bah pour obtenir 0, 1, 0, je pars de W et j'enlève C fois le vecteur Y. Donc ça me fait bien, j'annule le C qui est là du coup. Et donc ça me fait bien 0, 1, 0. Donc celui-là, il est bien dans P plus D, puisque W et Y le sont. Et 1, 0, 0, c'est la même chose. Je prends un AB, je lui enlève 0, 1, 0, dont on vient de dire qu'il était dans P plus D, fois A. Et je lui enlève B fois Y, qui me permet d'annuler la troisième coordonnée. Et donc comme ça, j'ai montré que d'abord 0, 0, 1 était, c'était le vecteur Y, que 0, 1, 0 était dans P plus D, c'est le vecteur W moins CY, et que le vecteur 1, 0, 0 est dans P plus D, c'est ce vecteur-là. D'accord? Donc ces trois vecteurs-là sont dans P plus D, et ils engendrent R3, donc tout élément de R3 s'écrit comme somme d'un élément de P et d'un élément de D, c'est-à-dire qu'on a P plus D qui est égal à R3. Ok, donc bon, il y avait une petite erreur de calcul dans le corrigé, mais sinon, est-ce que vous comprenez à peu près comment ça marche, donc ce principe de essayer de d'écrire des éléments sous une forme adéquate pour réussir à faire des combinaisons linéaires qui vont permettre comme ça de reconstruire au fur et à mesure tous les vecteurs, enfin les vecteurs simples qui sont ce qu'on appelle les vecteurs de la base canonique, donc 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Est-ce que ça va à peu près ce Euh, processus? Pourquoi R3 est pas inclus dans P plus D égal? Bah parce que P plus D sont des vecteurs de R3, ce sont des sous-espaces de R3, donc de toute façon on est obligé de rester dans R3. Ah, d'accord, l'inclusion inverse est déjà de base. L'inclusion inverse, elle est déjà de base parce que tout se passe dans R3. Ok. On est en train de parler de sous-ensemble de R3. Est-ce qu'il y a une autre question? N'hésitez pas, hein, c'est vraiment important. Il n'y a pas de questions bêtes sur ces trucs-là, surtout que je me suis un peu embrouillé et que la résolution était plus difficile que prévu, comme on n'a pas le droit d'utiliser beaucoup de choses. Donc n'hésitez vraiment pas à poser des questions si besoin. Ok. Monsieur, Bon, oui, du coup maintenant on dit que P plus D égale R, enfin R3 est inclus dans P plus D parce qu'on peut forcément écrire tous les vecteurs comme des combinaisons linéaires des trois c'est précédents. ça. Tu as montré que 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 1 et 0, 0, 1 étaient dans P plus D. Donc, l'espace vectoriel engendré par ces trois vecteurs est aussi dans P plus D, puisque P plus D, je rappelle hein, qu'à chaque fois qu'on sait qu'un certain nombre de vecteurs sont dans un espace vectoriel, et ben automatiquement l'espace engendré par ces vecteurs est aussi dans l'espace vectoriel, parce que par définition, l'espace engendré, c'est le plus petit sous-espace vectoriel qui contient ces vecteurs. Et l'espace vectoriel engendré par 1, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de ces trois vecteurs, donc évidemment, c'est R3. D'accord, Ok? ok. Quelqu'un d'autre? Bon, alors s'il n'y a pas d'autres questions, on passe à l'exercice 3. Donc l'exercice 3, donc on considère différents sous-ensembles, différentes parties de R3 et on demande lesquels sont des sous-espaces vectoriels. Bon, alors pour ça, je vais directement interroger. On va voir si ça marche bien. Donc El Nino Salvador, par exemple, pour la première. Ouais, Oui, j'écoute. que je résolve la A, c'est ça? Bah, je veux que tu me dises. Alors évidemment, me redis pas. Explique-moi un peu, explique-moi ce qui est le corrigé, si tu veux. Bah alors c'est vrai que j'ai pas vraiment fait avec l'histoire du vecteur parce que j'ai pas forcément bien compris, mais en tout cas Ok, c'est plutôt clair que l'élément 0, 0, 0 il est dedans. ok, Puis après en fait je disais qu'on pouvait l'écrire sous une forme, enfin en prenant donc dans R3 le vecteur 1, 0, 1
qu'on multiplie par alpha 1 réel, sommé avec le vecteur 0, 0, 2 multiplié par bêta. Donc on obtient la même forme qui est là, et donc ça nous fait une combinaison linéaire. Ok, bah donc en fait c'est peut-être pas, c'est peut-être un problème de vocabulaire, mais finalement ce que tu dis c'est la même chose que ce qui est écrit dans la résolution. Donc ce que tu dis c'est que E c'est l'ensemble des trucs de la forme alpha 1, 0, 1 plus bêta 0, 0, 2 avec alpha et bêta de réel. Donc c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de deux vecteurs privilégiés, 1, 0, 1 et 0, 0, 2. Et l'ensemble des combinaisons linéaires de deux vecteurs, c'est exactement l'espace vectoriel engendré par ces deux vecteurs. D'accord? Donc ce que tu dis, c'est la même chose que ce que j'ai écrit. On est d'accord? Ouais, en fait, j'ai encore un peu de mal avec la notion de vecteur. Enfin, j'ai du mal à voir comment, là, c'est forcément le plus petit. On a un théorème du cours, et c'est ce théorème-là qu'on utilise en pratique quand on parle d'espace vectoriel engendré, qui nous dit que l'espace vectoriel engendré par un nombre, par des vecteurs, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de ces vecteurs. Ok, donc là tu m'as dit que E c'était l'ensemble des combinaisons linéaires de 1, 0, 1 et 0, 0, 2. Ok? Oui. Donc d'après le théorème du cours qui caractérise le sous-espace vectoriel engendré, ça, l'ensemble des combinaisons linéaires de 1, 0, 1 et 0, 0, 2, c'est l'espace vectoriel engendré par 1, 0, 1 et 0, 0, 2. D'accord. Ok, donc ta résolution avec ce théorème-là, ta résolution et la mienne sont les mêmes. Est-ce que quelqu'un a fait autrement? Oui, Oui, qui parle? Lucas? c'est Lucas, oui. Ouais, dis-moi. Moi, j'ai juste vérifié que c'était stable par combinaison linéaire en prenant deux éléments quelconques. Ok, très bien. Donc, effectivement, une façon de faire, c'est de dire prenons X et Y dans E, prenons lambda et mu dans K, dans R, pardon. Et alors, je veux vérifier que lambda X plus mu Y est encore dans E. Donc, pour ça, je dois écrire que X, il est de la forme alpha 0, alpha plus 2 bêta, pour un certain alpha et un certain bêta. Y, il est de la forme alpha prime 0, alpha prime plus 2 bêta prime pour un certain alpha prime et un certain bêta prime réel. Et donc, à ce moment-là, lambda x plus mu y, eh bien, il va être égal à lambda alpha plus mu alpha prime, lambda alpha plus mu alpha prime plus 2 lambda bêta plus mu bêta prime. Et donc, il est bien de la forme qui est demandée en prenant, si vous voulez, alpha seconde égale à lambda alpha plus mu alpha prime. Il manque un 0 ici. 0 et alpha seconde plus bêta seconde, plus 2 bêta seconde. Ok? Donc effectivement, comme ça. Donc ça montre que si j'ai x et y dans E, alors toute combinaison linéaire de x et y est dans E. Et par ailleurs, E contient le vecteur nul 0, 0, 0. Donc ça nous montre bien que E est un espace vectoriel. Donc évidemment, la première méthode est la plus rapide. La première méthode qui consiste à reconnaître que c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de deux vecteurs est plus rapide, mais on peut aussi travailler en montrant que ce truc-là est stable par combinaison linéaire. Ça va pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions? J'entends que quelqu'un pose une question, mais j'entends très mal. Donc, soit pose-la à l'écrit peut-être. Ou pas, je sais pas. Est-ce qu'il y a plus de questions ou il y a encore quelque chose? Il y a des gens Je suis qui en train écrivent d'écrire dans le la général. question. Ah, ok. Donc, j'attends. Ok. Votre son, il est saccadé ou il y a que moi? Bah, j'en sais rien. Non, ça va. Bon, bah désolé Arthur, tu es le maillon faible.
Ok, bon, bah, alors je reprends. C'est bien, Anna, qu'on a la référence quand même. Donc, je reprends avec le petit b. Donc, le petit b, donc c'est l'ensemble des vecteurs de la forme alpha plus 1, alpha moins alpha dans R3, avec alpha un réel quelconque. Donc la question c'est est-ce que c'est un espace vectoriel? Et donc ça c'est un réflexe qu'il faut avoir. Quand vous voyez un truc comme ça, vous vous dites oula, le plus 1 il est bizarre. Le plus 1 il va introduire d'une certaine façon de la non-homogénéité, ou il va introduire enfin c'est un truc qu'on veut pas on doit sentir que ça n'a pas marché. Et quand on sent que ça n'a pas marché, c'est qu'en pratique, on vérifie que le vecteur nul, si le vecteur nul, ça marche ou pas, et le vecteur nul, ça marche pas. D'accord? Vous pouvez pas écrire le vecteur nul cette forme-là, parce que si vous voulez prendre le vecteur nul, vous devez forcément prendre alpha égale 0, mais si vous prenez alpha égale 0, vous avez 1, 0, 0. Donc le vecteur nul n'est pas dans F, et donc F ne peut pas être un sous-espace vectoriel. Ça, je pense que c'est OK pour tout le monde. Il n'y a pas de problème là-dessus. Qu'est-ce qui t'arrive, Jackie, là? Ok. Bon, parce que ce qu'a Jackie. Donc voilà, donc vérifiez que le vecteur nul est ou pas dans votre truc. Et le même raisonnement marche pour G. Donc comme 0 plus 0 plus 0 n'est pas égal à 1, eh bien le vecteur nul n'y est pas. Ok, donc F et G, ce sont pas des espaces vectoriels, mais c'est ce qu'on appellera des sous-espaces affines. D'accord? Est-ce que quelqu'un peut me dire géométriquement à quoi ça ressemble F et à quoi ça ressemble G? C'est pas un. Ah non. Donc, je sais pas, Elisabeth, par exemple, qu'est-ce que c'est F et qu'est-ce que c'est G? Ben, pour G, bah, ça ressemble un peu pour un plan, sauf qu'il y a le 1. Ouais. Mais pour B, je sais pas du tout. Donc, alors, bon, déjà pour G, donc, effectivement, donc, si tu avais x plus y plus z égale 0, ce serait un plan qui passe par l'origine. Mais Oui. là, tu as un plus 1, donc c'est juste qu'on décale. Oui, Et on donc, c'est un décale. plan, mais c'est un plan qui passe pas par l'origine. Ah, ok. D'accord? Donc, c'est pas un plan vectoriel, ce qu'on appellera un plan affine. Et F, Bah, pour F, j'ai pas trop d'idées. bah alors F, par exemple, ce que tu peux voir, c'est que, est-ce que tu peux me donner un vecteur particulier dans F? 1, 0, 0? Ok. Et donc maintenant, ce que je vais dire, et ça c'est un truc que vous avez vu plusieurs fois quand vous faisiez les systèmes différentiels ou enfin les équations différentielles inhomogènes ou bien les systèmes linéaires, c'est que cette idée que la solution générale s'écrit comme solution particulière plus solution de l'équation homogène. Donc une fois que je retranche le vecteur particulier 1, 0, 0 à f, et ben ce qui reste est de la forme alpha plus alpha moins alpha. Donc, ce que je dis, c'est que les vecteurs de f, ce sont les vecteurs de la forme 1, 0, 0, plus ces trucs-là. Plus tous les vecteurs de la forme alpha, alpha, moins alpha. Mais qu'est-ce que c'est l'ensemble des vecteurs de la forme alpha, alpha, moins alpha? Ben, on peut le réécrire. On écrit alpha facteur de 1, 1, Ouais. moins 1. Ok, et donc l'ensemble de tous ces vecteurs, c'est quoi? Je sais pas. Si tu sais. Mais je comprends pas. Donc, je regarde l'ensemble des vecteurs de la forme alpha, alpha, moins alpha. Donc, tu m'as dit que c'était l'ensemble des trucs de la forme alpha, 1, 1, moins 1, Oui. avec alpha appartient à R. Donc, dit autrement, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires, mais ici, il n'y a qu'un seul vecteur du vecteur 1, 1, moins 1. Ah, ok, ok. D'accord? Donc, c'est l'espace vectoriel engendré par 1, 1, moins 1, c'est-à-dire c'est une droite. D'accord? Ça, l'ensemble des trucs qui s'écrivent comme alpha, alpha, moins alpha, c'est une droite qui passe par 0. C'est une droite vectorielle.
Et donc les éléments de f, bah, c'est les vecteurs qui s'écrivent comme un vecteur particulier plus une droite vectorielle. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une droite vectorielle, on l'a décalée, on a fait une translation de 1, 0, 0 de cette droite-là. Donc on obtient encore une droite, mais cette droite-là ne passe pas par l'origine. OK? Donc F, ça va être une droite affine. On verra tout ça, hein, mais c'est bien de le voir une première fois avant. Et G, ça va être un plan affine. OK? Bon, j'efface un peu des trucs parce que là, ça va dans tous les sens. OK. Donc F, c'est une droite affine et G, c'est un plan affine. Il n'y a pas besoin de savoir ça pour le moment, mais voilà. OK, donc maintenant, le sous-espace H, qui j'interroge? Daniela, par exemple? Daniela dort. Donc Flavie, Daniela, elle a des problèmes, je crois, de quel type? avec le live. OK. Flavie? Est-ce qu'on m'entend bien? Flavie, est-ce que tu peux m'expliquer un peu pour H? Arrêtez de faire semblant. C'est démuté, mais je l'entends pas. Je plaisante, je plaisante. Bon, c'est compliqué, alors n'importe qui peut me parler du H. Dis-moi, je veux bien. Alors Eden, je veux bien, mais alors je t'entends à Bah, peine. Je t'ai mis à 200%, mais ah bon, on m'entend pas, pourtant j'ai essayé de. là je t'entends, mais mettez-le à 200% comme moi pour l'entendre un peu. Donc dis-moi. D'accord. C'est bizarre. Bah, moi j'avais. Bah, déjà, j'ai vérifié que le vecteur nul il était dans l'ensemble. OK, parfait. Quand x est égal à y est égal à 0. Ouais. Après, j'ai vérifié que c'était stable par combinaison linéaire. OK. Je me suis donné bah, 2 éléments. Enfin, non, 6 éléments du coup. X, x', y, y', z, z'. Ouais. Et du coup, les deux variables lambda et mu. Et bah, quand on fait c'est stable par somme et différence, je pense. Et lorsque et puis bah c'est pour ça que c'est un sous-espace vectoriel en fait. OK, parfait. Alors, C'est stable pendant par qu'on... addition. OK, donc parfait. Donc celui-là, effectivement, le plus simple, c'est de vérifier directement tout ça. Et donc là, entre le E et le H, je voudrais quand même faire une remarque, c'est que on voit les deux façons principales quand on est dans R3, par exemple, mais ce sera vrai en général, de considérer un sous-espace vectoriel. C'est-à-dire, soit on le voit comme un vecte de quelque chose, d'accord? Donc ça, c'est E. Et dans le H, il est défini par des équations. Donc ça, c'est très très important en fait, et c'est vrai en général en maths. Mais disons, restons sur les aspects géométriques. Quand vous devez décrire une droite ou un plan, par exemple, dans R3, vous avez en gros deux possibilités. Soit vous trouvez des vecteurs qui vont engendrer votre objet, donc c'est-à-dire que vous êtes en train de paramétrer. Vous êtes en train de dire que votre objet, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de deux vecteurs, donc vous donnez une paramétrisation, un paramétrage. Donc ça, c'est le cas du petit a de l'espace E. Soit vous donnez les conditions pour qui vont faire que on est dans H. Et donc les conditions, ça revient à donner des équations sur les coordonnées des vecteurs pour être dans H. Donc on a soit une paramétrisation, un paramétrage de notre sous-espace vectoriel, soit on a une définition par vecteur qui vérifie telle équation sur leurs coordonnées. D'accord? Et donc on apprendra de façon générale à passer de l'un à l'autre. Donc toute la théorie des systèmes linéaires est là pour ça d'une certaine façon, mais c'est bien de voir tout de suite la différence entre les deux approches, l'approche paramétrage et l'approche équation. Ok, alors Eden, toujours toi, est-ce que tu peux me dire pourquoi J n'est pas un sous-espace vectoriel? Il me semble que J n'est pas un sous-espace vectoriel. C'est parce que
Bah, normalement, il est pas stable par combinaison linéaire, il me semble. Ok, Enfin, donc donne-moi un exemple alors. bah, par exemple, si on prend un couple. Pardon, mais je crois que j'ai Si on perdu prend, le de la Attends, excuse-moi, il y a Google qui m'embête. Oui, dis-moi. si, bah, si on prend x, y et z, déjà, peut-être que, je sais pas, c'est égal à 1, disons. Par exemple, x carré, on prend x égale à 0, y égale à 0 et z égale à 1. Du coup, on a bien x carré plus y carré plus z carré inférieur Ouais, ou égal à 1. ouais. Et bah, si on prend en réel, je sais pas, lambda égale à 3 et qu'on fait 3 fois ce couple, on arrive à 0, 0, 3. Et 3, c'est pas inférieur ou égal à 1. Alors, c'est même 3 au carré qui est pas inférieur ou égal à 1. 3 au Ok, carré. ok, très bien. Donc effectivement, il n'est pas stable par multiple et donc ça marche pas. Ouais. Ok, donc c'est quoi, c'est quoi géométriquement comme espace J? Je crois que c'est. Non, c'est pas une ellipse, je sais plus. C'est On est une dans boule. l'espace. C'est une Ah, c'est dans sphère l'espace, ouais. de rayon. C'est une boule. C'est une Ah, boule. une boule, ouais. Ok. C'était pas dans le DM, ça? Bon, c'est mal fait, hein, mais. Ok, x carré plus y carré plus z carré, c'est la distance au carré du point x, y, z par rapport à l'origine. D'accord? Donc demander que cette distance au carré soit inférieure à 1, ça veut dire qu'on est en train de considérer tous les éléments qui sont dans la boule de centre l'origine et de rayon 1. D'accord? Donc ça, c'est pas un sous-espace vectoriel. Un sous-espace vectoriel de R3, c'est soit une droite, soit un plan. Ok, donc c'est très intuitif et on verra quand on fera la dimension comment je peux affirmer que c'est les seules choses qu'on récupère. Monsieur, Oui, je sais pas si vous l'avez déjà dit, mais le truc H, l'espace vectoriel H, enfin oui. qui en est un, ça ressemble à quoi? Ah, bonne question. Donc ça ressemble à quoi? Ouais. Je dirais que c'est une droite, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est une droite. Donc c'est une droite. Alors déjà le E, je l'avais pas dit, hein. Le E c'est un plan, il est engendré par deux vecteurs non collinéaires. Et le H c'est une droite. Donc il y a plusieurs façons de faire. La façon la plus simple, c'est de résoudre le système. D'accord? C'est de dire, ici ça se fait rapidement, je vais le faire à côté. Donc la raison intuitive pour laquelle c'est une droite, c'est parce que c'est un objet qui est défini par deux équations et les deux équations, elles sont vraiment différentes, quoi. Elles sont indépendantes. D'accord? Mais je vais pas rentrer là-dedans. Je vais juste résoudre le système. Donc l'ensemble des trucs qui vérifient x, y égale 2z. Donc ça me dit que j'ai en pratique, ça va être l'ensemble. Ça va être l'ensemble des vecteurs de la forme alpha. Donc si je prends 1, donc si je mets alpha en première coordonnée, la deuxième coordonnée, ça doit être alpha aussi. Et la troisième coordonnée, ça doit être alpha sur 2. D'accord? Donc ça, c'est l'ensemble des éléments de la forme alpha 1, 1, 1 demi, avec alpha réel, et donc ça, c'est une droite. D'accord? Donc on résout directement pour voir que c'est une droite. Et intuitivement, c'est l'idée qu'on a deux équations dans R3, et donc qu'on doit chaque équation à faire diminuer la dimension de 1. Ok? Donc on reviendra sur ces choses-là quand on parlera vraiment de dimension. Ok, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Bon, il n'y a rien de très compliqué, hein. L'important, c'est voilà, d'avoir un premier point de vue avec les espaces affines, une première approche avec les espaces affines, et de bien comprendre les deux façons de définir un sous-espace vectoriel, soit en donnant des vecteurs qu'il engendre, soit en disant les équations qu'il satisfait. Il y a quoi la 4 qui demande si G c'est un plan qui est penché? G, du coup, c'est un plan qui est penché. G, mais tout est un plan qui est penché. C'est juste, le problème, c'est pas qu'il est planché. Le problème, c'est qu'il ne passe pas par 0. D'accord? Je veux dire, le E, c'est aussi un plan qui est penché. Si penché, ça veut dire que c'est pas un des plans XY ou YZ ou ZY. Voilà, c'est un plan qui est engendré par deux vecteurs. On sait pas très bien à quoi il ressemble. L'important, c'est qu'il ne passe pas par 0. Ok? Quoi, la 4? Je sais pas qui c'est, mais.
Ok, très bien. Bon, ça m'amuse un peu, mais juste, j'aimerais bien que savoir à qui je parle en général. Donc pour le prochain cours, vous essayerez au moins d'avoir entre parenthèses vos vrais noms, même si évidemment ça enlève tout l'humour du truc. Euh, ok. Donc on passe à l'exercice 4. Donc c'est le même genre d'exercice mais en plus théorique. Donc on prend des trucs qui définis avec des suites et des polynômes et on veut savoir si ce sont et des fonctions aussi, on veut savoir si ce sont des espaces vectoriels. Donc l'ensemble des fonctions croissantes. Donc premier réflexe pour savoir, si on regarde si la fonction nulle, qui est le vecteur nul de cet espace-là, y est. Donc la fonction nulle y est, donc c'est pas comme ça qu'on va conclure. Mais par contre, il y a un problème de stabilité par multiplication, c'est-à-dire par une forme de combinaison linéaire. Si je prends une fonction croissante et que je la multiplie par moins 1, la fonction n'est plus croissante. Donc typiquement, x donne x est croissante, mais son opposé ne l'est pas. Donc l'ensemble des fonctions croissantes, il y a un problème de stabilité quand on multiplie par moins 1, donc c'est pas une fonction, c'est pas un espace vectoriel, l'ensemble des fonctions croissantes. Donc l'ensemble des suites réelles convergentes, donc là je le fais moi parce que c'est des choses plus simples, normalement qui vous posent pas trop de problèmes. L'ensemble des suites réelles convergentes. Donc ça, c'est un exemple déjà plus intéressant. Donc la première remarque, c'est que l'ensemble de toutes les suites réelles, bah, ça, c'est l'ensemble de toutes les suites réelles, c'est un espace vectoriel parce que c'est un cas particulier. Il faut bien voir qu'une suite réelle, c'est juste une application de n dans R. D'accord? C'est juste un entier, j'associe un réel, ça une suite réelle. C'est juste qu'on le note un peu différemment. Mais donc l'ensemble de toutes les suites réelles, bah, c'est un ensemble de fonctions d'un espace de départ, en l'occurrence n, vers un espace d'arrivée qui est R, donc qui est un R espace vectoriel. Et donc, ça, c'est naturellement un R espace vectoriel. Donc ça, c'est pour l'ensemble de toutes les suites réelles. Maintenant, je rajoute la condition de convergence. Et donc, on veut savoir si l'ensemble des suites réelles convergentes est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des suites réelles. Donc, on doit vérifier d'abord que la suite nulle est convergente. Bon, ça, évidemment, la suite nulle, elle converge vers 0. Et maintenant, si j'ai une suite UN qui tend vers L et une suite VN qui tend vers L', alors la suite lambda UN plus mu VN, elle tend vers lambda L plus mu L'. D'accord? Et donc, le fait que j'ai ça, ça me dit bien que si je prends une suite qui est combinaison linéaire de deux suites convergentes, alors elles convergent. Donc, l'ensemble des suites convergentes est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des suites. Est-ce qu'il y a une question? Ok. Donc, le petit c, alors dans l'exercice, j'avais oublié de mettre et du polynôme nul. Donc, je regarde l'ensemble formé par les polynômes de degré pair et le polynôme nul. Donc, ceux qui n'avaient pas vu que j'avais changé ça, ont pu conclure que bah, l'ensemble formé des polynômes de degré pair, bah, ça comptait même pas 0, hein, puisque moins l'infini, bah, c'est pas pair. En tout cas, c'est pas clair. Mais c'est parce que c'était pas clair que j'ai rajouté le polynôme nul. Mais donc, si vous avez dit avant cette version-là que bah, simplement le polynôme nul, il était de degré moins l'infini et que moins l'infini n'est pas pair, bah voilà, c'est une preuve possible. Maintenant, il se trouve que même quand je rajoute le polynôme nul, c'est toujours pas un espace vectoriel. Donc ça, c'est facile de se tromper en pensant que parce que c'est de degré pair, je sais pas, il y a une sorte de stabilité comme ça. En fait, non, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, par exemple, on prend le polynôme x carré plus x. Donc, ceux-là sont de degré 2. Mais leur différence, disons x carré plus x moins x carré, par exemple, leur différence dans ce sens-là, bah, c'est x. Et donc, on a décru le degré. Et donc, le degré est devenu, le degré de la différence est égal à 1. Et donc, c'est pas un polynôme de degré pair. D'accord? Donc ça, je l'avais dit quand j'ai dit que Rn crochet x était un sous-espace vectoriel de R crochet x, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. C'est que si on prend les polynômes de degré inférieur ou égal à quelque chose, c'est parce que si on prend les polynômes de degré égal à quelque chose, eh ben, c'est pas très stable parce qu'on peut s'arranger pour avoir des annulations sur le coefficient dominant qui vont montrer qu'on n'est pas stable. Ok, donc non, c'est pas un espace vectoriel.
même avec le polynôme nul qu'on a rajouté. Est-ce que une question là-dessus? Ok. Donc ensuite, on a l'ensemble des suites réelles qui sont monotones. Donc c'est un peu du même type que A. Donc, sauf que maintenant, on parle des suites plutôt que des fonctions, mais ça change pas grand-chose. Donc, on pourrait se dire que notre contre-exemple du A, donc adapté, ce serait la suite UN égale N, qui est croissante. Mais maintenant, quand je prends son opposé, bah, c'est la suite UN et VN égale, enfin, moins UN égale moins N. Et donc, bah, certes, c'est plus croissant, mais c'est décroissant et donc ça reste monotone. Donc, on pourrait avoir l'impression comme ça que l'ensemble des suites réelles monotones va être stable. Donc, c'est clairement stable par multiplication. Et donc, il faut voir si c'est stable par somme. D'accord. Et la réponse, c'est non. Donc là, il faut réfléchir un petit peu. Donc, j'ai proposé l'exemple suivant. Donc, j'ai pris UN, la suite qui est donnée par la partie entière de n sur 2. Donc, elle vaut 0, 0, puis 1, 1, puis 2, 2, puis 3, 3, puis 4, 4, etc. Et j'ai pris Vn qui était simplement moins la partie entière de n sur 2. Donc, une fois sur deux, UN est égal à Vn, et une fois sur deux, UN et Vn vont différer de 1,5. D'accord? Et donc, UN, c'est une suite croissante. Elle n'est pas strictement croissante, mais elle est croissante. Vn, c'est une suite qui est décroissante. Mais maintenant, la suite, alors c'est pas UN moins Vn, c'est UN plus Vn. La suite UN plus Vn, eh bien, donc regardez ce qui se passe. Hein. Donc vous avez, ça c'est les valeurs de UN. Et puis, ça c'est les valeurs de Vn. Donc en début, je fais 0 plus 0, ça fait 0. Ensuite 0 moins 1,5, ça fait moins 1,5. Ensuite 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 3,5, ça fait moins 1,5, etc. Donc ma suite, elle est en train d'osciller entre la valeur 0 et la valeur moins 1,5. Et donc elle n'a pas de monotonie. Elle n'est pas monotone, ni croissante, ni décroissante. D'accord? Donc si j'avais mis moins à la place, hein, c'est pareil, c'est juste que à la place d'osciller entre moins 1,5 et 0, je oscille entre 1,5 et 0. Ok, mais il y avait une petite faute de frappe ici. Ok, donc ça c'était pour le D. Donc j'ai oublié de mettre la correction du E, mais je la fais directement. Donc on considère l'ensemble des suites qui sont somme d'une suite croissante et d'une suite décroissante. Bon, bah ça va marcher. D'accord? Donc pourquoi ça va marcher? Bah, parce que déjà 0, la suite 0, la suite nulle est bien la somme d'une suite croissante et d'une suite décroissante, par exemple la suite 0 et la suite 0. Et ensuite, bah, si je prends, donc il faut que je prenne deux sommes de suites croissantes et de suites décroissantes. Donc je vais regarder UN plus Vn, donc avec UN qui est croissante et Vn qui est décroissante. Je vais regarder U'N plus V'N avec U'N qui est croissante et V'N qui est décroissante. Et je dois considérer une combinaison linéaire de UN plus Vn et de U'N plus V'N. Donc je regarde lambda UN plus Vn plus mu U'N plus V'N. Et alors là, il faut juste que je mette ensemble, il faut juste que je fasse un petit peu attention à mettre ensemble les suites qui ont la même monotonie. D'accord? Donc je vais simplement dire, pour simplifier, que c'est lambda UN plus lambda Vn plus mu U'N plus mu V'N. Et chacune de ces suites, elle est croissante ou décroissante. Ok? Par exemple, lambda UN, bah, elle va être croissante si lambda est positif et elle va être décroissante si lambda est négatif. Pareil, lambda Vn va être décroissante si lambda est positif et croissante si lambda est négatif, etc., etc. Et donc chacune est croissante ou décroissante et on regroupe ensemble les suites de même monotonie. Ok, donc quand je regroupe ensemble les suites de même monotonie,
et ben j'ai bien écrit que ma combinaison linéaire lambda un plus vn plus mu u' n plus v' n est bien somme d'une suite croissante et d'une suite décroissante. Donc ça me prouve que E est un sous-espace vectoriel. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exemple-là? Non. Monsieur, juste pour le dernier ensemble, est-ce que n fait partie de l'ensemble ou pas? Est-ce que qui fait partie de l'ensemble? N. Enfin, un égale n. Parce qu'on peut dire que La c'est suite plus un égale n, c'est la somme d'une suite croissante, à savoir elle-même, et d'une suite décroissante, Ok, à savoir ouais, ok. la suite nulle. Ok. Ok, la suite nulle, elle est à la fois croissante et décroissante, donc on peut l'utiliser comme ça. Ok. Donc oui. Autre question? Bien, donc on arrive à l'exercice 5 qui est l'exercice le plus théorique là-dedans. Donc ça introduit une notion qui sera une notion centrale de deuxième année qui est la notion d'espace propre et de vecteur propre. Mais ici, je ne vais pas vraiment en dire beaucoup plus là-dessus. Donc l'exercice 5, on considère E un espace vectoriel sur K, F un endomorphisme de E et lambda un scalaire quelconque. Et donc on note E lambda, l'ensemble des x dans E, tel que f de x. Donc f de x, c'est un élément de E, puisque f est un endomorphisme de E. Et donc je peux comparer f de x et lambda x, ils vivent dans le même espace, et je demande que f de x soit égal à lambda x. Donc ça, je m'intéresse à cet espace-là. Donc ça, vous appellerez ça l'an prochain, et peut-être qu'on en parlera un peu dans le cours quand même. Vous appellerez ça l'espace propre de f associé à la valeur propre lambda. Ok, mais on n'a pas besoin de ça ici. Donc montrer que E lambda f est un sous-espace vectoriel de E. Donc pour faire ça, soit vous n'avez pas trop d'idées et vous prenez un x et un y qui sont dedans, un alpha et un bêta. Faites gaffe à ne pas les appeler lambda, le lambda est déjà utilisé. Un alpha et un bêta qui sont des scalaires. Et vous vérifiez que si x est donc x et y appartiennent à E et alpha bêta appartiennent à K, donc à E lambda f, implique que alpha x plus bêta y appartient à E lambda f. Ok, donc vous montrez que c'est stable par combinaison linéaire. Une façon un peu plus élégante de voir ça, c'est de voir que ceci est un noyau. Donc je rappelle, le noyau, c'est l'ensemble des éléments qui sont envoyés sur 0 par une application linéaire. Donc f est une application linéaire. Lambda fois l'identité est une application linéaire. Et donc, on peut voir que E lambda f, c'est le noyau de f moins lambda identité. D'accord? Puisque, du coup, f moins lambda identité, quand je regarde son noyau, je suis en train de considérer l'ensemble des x dans E, tel que f de x moins lambda x, identité de E appliquant x, ça fait x, est égal à 0. Et donc, E lambda f est un sous-espace vectoriel parce que c'est le noyau d'une application linéaire. D'accord? Donc, c'est une façon de voir les choses. Et d'ailleurs, on aurait pu faire ça aussi dans l'exercice 2. On aurait pu, à certains moments, utiliser cette interprétation en termes de noyau pour montrer qu'un truc était une application linéaire, était un sous-espace vectoriel. Okay, donc, on reviendra là-dessus. Ce sera un raisonnement assez standard bientôt. Ok. Monsieur, Oui. quand on montre que c'est un sous-espace vectoriel, il n'y a pas une question d'éléments, enfin de voir si le 0 est dedans. Si, bah toujours pareil, évidemment. Alors, j'oublie parce que c'est toujours facile à vérifier, mais normalement il faut tout vérifier, d'accord? Donc d'abord 0 est dedans, que f de 0 est égal à lambda fois 0. Ok? Mais comment on sait ça? Parce que f de 0 c'est toujours 0 pour une application linéaire. Ah, ok. Oui, c'est vrai. Ok, merci. Ok. Donc maintenant on prend lambda et mu, deux scalaires distincts, et on veut montrer que lambda mu
que E lambda F et E mu F sont en somme directe. Donc là, on ne parle pas de supplémentaire. Donc, pour deux espaces, montrer qu'ils sont en somme directe, c'est juste montrer qu'il n'y a rien dans l'intersection. D'accord? Enfin, rien d'autre que 0. Donc, je prends un X qui est dans l'intersection E lambda F et E mu F. Alors, par définition, comme il est dans E lambda F, on a F de X qui est égal à lambda X. Mais comme il est dans E mu F, on a F de X qui est égal à mu X. Et donc, j'ai lambda X qui est égal à mu X. Mais maintenant, bah ça me dit que lambda moins mu fois X est égal à 0. Et comme lambda moins mu est différent de 0 puisque lambda est différent de mu, nécessairement, c'est que X doit être égal à 0. Et donc, j'ai montré que n'importe quel vecteur de l'intersection, en fait, était obligatoirement nul. Et donc, l'intersection est réduite à l'élément nul. J'ai pas besoin de faire l'inclusion réciproque parce que 0 est toujours dedans. 0 est toujours dans n'importe quel espace vectoriel. Donc, j'ai pas besoin de montrer réciproquement 0 est bien dans E lambda F inter E mu F, c'est toujours vrai. Quelqu'un a parlé, c'est dans document maths. Putain, c'est fou. Mais encore, quoi, Alexander. Tu peux pas du tout utiliser ton micro pour gagner un peu de temps? Non, mais si t'as rien à dire, Alexandre, tu dis rien, parce que moi je pense que tu avais des choses importantes à dire. Donc du coup je t'attends et ça perturbe le cours, comme dit Arthur. Bon, ok. Donc ça c'est dit. Maintenant, donc on veut généraliser ça. Donc on prend lambda 1 jusqu'à lambda k des éléments distincts de k. Et on veut montrer que E lambda 1f et jusqu'à E lambda kf sont en somme directe. Donc on veut montrer qu'ils sont en somme directe en tant que donc il y a k sous-espace, on veut montrer qu'ils sont en somme directe. Donc je rappelle pour ça, montrer que k sous-espace sont en somme directe, c'est pas montrer que leur intersection est réduite à 0, c'est pas non plus montrer que l'intersection 2 à 2 est réduite à 0. C'est un truc un peu différent, c'est montrer que dès que j'ai une somme d'éléments avec un élément dans chaque espace, si cette somme-là est nulle, alors chacun des éléments de chaque espace doit être nul. D'accord? C'est ça qu'il faut vérifier. Donc pour ça, bon, si on commence à regarder un peu ce qui se passe, on peut tourner en rond. Donc pour ça, le plus simple, c'est de faire une preuve par récurrence. Donc par récurrence sur K, je vais supposer que quand j'ai K scalaire distinct lambda 1, lambda K, alors E lambda 1 de F jusqu'à E lambda K de F sont en somme directe. Donc, K égale 1, il n'y a rien à faire, on a un seul espace, donc il est bien en somme directe avec lui-même, enfin, il est tout seul. Le cas K égale 2, c'est la question précédente, donc on démarre ensuite. Et donc ensuite, donc je suppose par hypothèse de récurrence que j'ai montré que E lambda 1f jusqu'à E lambda k-1f étaient en somme directe. Et maintenant, je considère k éléments, chacun dans un des espaces E lambda i, tel que la somme de ces k éléments xi, donc la somme de x1 jusqu'à xk. Je suppose que cette somme est nulle. Donc, et moi, donc je dois montrer que x1 est égal à, etc., est égal à xk, est égal à 0. Ça, c'est ça que je veux montrer quand je veux montrer que deux espaces sont que k espaces sont en somme directe. Je suppose que j'ai un élément de chaque et que la somme de tous ces éléments fait 0, et je veux montrer que automatiquement tous les éléments eux-mêmes sont nuls, ce qui n'a rien d'automatique. Monsieur. Donc pour ça, je vais utiliser la seule chose que je sais sur mes éléments xi, savoir que quand je leur applique f, j'obtiens quelque chose d'intéressant. Donc f de xi, par hypothèse, c'est lambda i xi. D'accord? Puisque xi, il est dans E lambda if. Donc quand j'applique f à x à la somme, en utilisant bien sûr la linéarité de f, j'obtiens que la somme des lambda i xi est égale à 0. Mais maintenant, je peux prendre la première équation et lui retrancher. Je peux prendre la deuxième équation et lui retrancher lambda k fois la première. Et quand je fais ça,
j'ai lambda 1 moins lambda k devant x1, j'ai lambda k moins 1 moins lambda k devant xk moins 1, mais j'ai plus rien devant xk. D'accord? J'ai fait ça pour me débarrasser de xk. Et donc, j'obtiens une combinaison linéaire de x1 jusqu'à xk moins 1 qui est nulle. Mais là, c'est là que c'est important, c'est que les sous-espaces E lambda 1f et E lambda k moins 1f, ils sont supposés en somme directe. Donc, si j'ai une combinaison linéaire, donc si j'ai la somme, ça c'est un élément de E lambda 1f, ça c'est un élément de E lambda k moins 1f, les éléments qui sont dans les points de suspension, ils sont aussi dans les bons espaces. Et donc, comme les éléments sont en somme directe, ça me dit que pour tout i, lambda i moins lambda k xi est égal à 0. Ok, mais ça, c'est possible uniquement si xi est égal à 0, puisque lambda i moins lambda k, les éléments étaient... Donc, c'est i inférieur à k moins 1. Les lambda i étaient supposés non nuls, donc lambda i moins lambda k est non nul. Donc, automatiquement, si j'ai ça qui est vrai, c'est que xi lui-même est égal à 0. Donc, j'obtiens que pour tout i, xi inférieur à k moins 1, xi est égal à 0. Et donc, en réutilisant la première équation, ça me dit bien aussi que xk est égal à 0, donc tout le monde est nul. Et donc, ça prouve bien, par récurrence, que E lambda 1f jusqu'à E lambda kf sont en somme directe. Monsieur? Oui. Je comprends pas d'où ça vient ce qu'on doit prouver quand on veut démontrer que plusieurs espaces sont en somme directe. Enfin, je comprends pas pourquoi on démontre que on prend une somme d'éléments de chaque espace et qui vaut 0 et on montre que chacun vaut 0. Enfin, je comprends pas. Donc, si je prends le cours d'hier, donc j'ai montré que j'ai défini le fait pour P espace d'être en somme directe comme la propriété que il existe, donc dès que je prends un élément de la somme, il existe un unique U1 dans F1, il existe un unique UP dans FP tel que U est égal à la somme des UI. Donc ça, c'est la définition. Donc c'est dire que un élément de la somme ne peut être écrit que d'une seule façon comme somme des éléments des espaces. Mais juste en dessous, j'ai écrit que c'est équivalent. C'est équivalent, et c'est ça qu'on fait en pratique, à demander que à chaque fois que je prends un élément dans chaque espace, si la somme est nulle, alors chaque élément est nul. Mais je vois pas du coup. Mais j'ai vu, mais je vois pas d'où elle vient l'équivalence en fait. Ah, tu sais pas montrer cette équivalence? Bah, là, je vois pas comment. Enfin, pourquoi elle est vraie. Bon, ça, j'écrirai alors là, j'écrirai la preuve. J'écrirai la preuve. Mais pour le moment, voilà, considère que tu peux faire soit l'un soit l'autre pour montrer les sommes directes. Je vais faire la preuve, mais je voudrais juste finir d'abord l'exercice. Et, Ok. il est quasiment midi. Ok? Ok, ouais, merci. C'est pas ça, c'est celui-là. Ok. Et donc, que me reste-t-il? Les services Google sont donc la question D. Pardon. Donc, la question D, elle est là. Donc c'est un cas particulier. Donc je considère l'ensemble des polynômes de degré inférieur à n à coefficient réel. Et je considère f l'application qui a P associe x fois P'. Et donc je veux d'abord montrer que f est un endomorphisme et ensuite calculer E lambda f pour tout lambda dans R. Donc d'abord le fait que c'est un endomorphisme. Donc il faut bien faire attention qu'a priori quand on travaille avec des polynômes de degré spécifiés, il faut bien vérifier que la condition sur le degré est respectée. D'accord? Donc si je prends un polynôme, si P est de degré n, enfin si P est de degré inférieur à n, je veux montrer que le degré de xp' est inférieur à n pour rester dans l'espace Rn crochet x. Mais ça, c'est vrai simplement parce que le degré de P', c'est le degré de P moins 1, sauf si P est constant. Et donc, sauf quand P est constant, le degré de x fois P', c'est le degré de P. Donc, les degrés restent les mêmes. Donc, si le degré de P était inférieur à n, le degré de xp' reste inférieur à n.
Et le cas où P est constant est encore plus simple, puisqu'à ce moment-là, on est juste en train de regarder xp', c'est x fois 0, donc c'est 0. D'accord? Donc ça, c'est ce que j'ai dit au début. Au niveau des degrés, ça se passe bien. Donc maintenant, je veux montrer que f est un morphisme, d'accord, est une application. Je veux montrer que c'est une application linéaire. Et donc, pour ça, je reviens à la définition. Donc ça, c'est toujours pareil. Je prends P et Q, deux éléments de mon espace, alpha et bêta, deux réels, et je calcule la combinaison linéaire alpha P plus bêta Q quand j'évalue f là-dessus. Donc f de alpha P plus bêta Q, par définition, c'est que je multiplie x par la dérivée de alpha P plus bêta Q. Mais ça, c'est la même chose que maintenant, je peux développer un peu puisque je sais que la dérivée d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des dérivées. Donc, c'est alpha xp' plus bêta xq', et donc c'est alpha f de p plus bêta f de q. Donc, f est bien linéaire. OK. Donc, maintenant, je veux calculer les espaces E lambda f. Donc, je prends lambda, un réel quelconque, et je veux résoudre l'équation xp' égale lambda p, puisque ça, c'est bien l'équation f de p égale lambda p. Donc l'inconnu, c'est p, c'est un polynôme de degré inférieur ou égal à n dans R crochet x. Donc pour ça, je passe avec des coefficients. Donc j'écris p sous la forme somme de k égale 0 à n des ak xk. P', c'est la somme de k égale 0 à n-1 des k plus 1 à k plus 1 xk. Donc j'ai utilisé une des deux formules pour la dérivée. Et donc xp', eh bien, c'est la somme pour k allant de 1 à n des k à k xk. D'accord? Soit vous le faites en deux fois, soit vous faites directement le changement de variable, k plus 1 devient k. Donc en tout cas, j'ai ça. Et donc xp' égale lambda p, c'est équivalent à l'équation. Alors il ne faut pas oublier le moins lambda à 0. Le A0, il est tout seul puisqu'ici la somme démarre à 1 et qu'ici elle démarre à 0. Donc c'est moins lambda à 0 plus somme de k allant de 1 à n de k moins lambda. Donc le k à k, il vient de xp'. Le moins lambda à k, il vient de moins lambda p. Donc moins lambda à 0 plus somme pour k allant de 1 à n des k moins lambda à k xk est égal à 0. Mais donc maintenant, je dis que j'ai un polynôme nul, que ceci est un polynôme nul. Donc ça me dit que tous les coefficients devant chacun des xk doivent être nuls, par définition de ce que veut dire être un polynôme nul. Donc pour tout k entre 0 et n, j'ai que k moins lambda à k est égal à 0. Okay, c'est vrai, donc c'est ce qu'on obtient quand k est supérieur à 1 dans la somme, on a k moins lambda. Et quand k égale 0, effectivement, ce coefficient, le moins lambda, je peux aussi le voir comme 0 moins lambda. Ok, donc les solutions de mon équation xp' égale lambda p, c'est les polynômes somme des ak xk qui vérifient cette équation-là. Mais alors maintenant, il y a deux cas à considérer. Soit lambda n'est pas un entier entre 0 et n. Si lambda n'est pas un entier entre 0 et n, ce facteur-là, il n'est jamais nul. Et donc, si ce facteur-là, il n'est jamais nul, ça veut dire que c'est toujours ak qui doit être nul. Et donc, notre polynôme, il va avoir tous ces coefficients qui sont nuls dans ce cas-là. Et donc, seul le polynôme nul dans ce cas-là sera solution. Mais maintenant, ok, donc là, ici, donc ça veut dire que du coup, E lambda f est égal au sous-espace trivial constitué du singleton 0. Mais si maintenant lambda est un entier entre 0 et n, alors l'ensemble des solutions, qu'est-ce que c'est? J'ai tous les coefficients donc qui doivent être nuls, tous les coefficients ak qui doivent être nuls si k est différent de k0, puisqu'à ce moment-là, le premier facteur est non nul, donc ak doit être nul quand k est différent de k0. Ça me dit quoi? Ça me dit que l'ensemble des solutions, c'est exactement les vecteurs qui sont les polynômes qui sont proportionnels au polynôme x puissance k0. D'accord? Ceux de la forme ak0, xk0, il n'y a aucun autre coefficient non nul. OK. Et donc, le bilan, c'est que suivant la valeur de lambda, j'ai deux comportements différents. Soit lambda est un entier, n'est pas un entier entre 0 et n, et dans ce cas-là, E lambda f est réduit à 0. Soit lambda est un entier entre 0 et n, et dans ce cas-là, EK0f, c'est l'espace vectoriel engendré par xk0. Et donc là, on voit en pratique que ça nous dit que d'après la question avant, on a l'espace correspondant à la valeur lambda égale 0. Donc c'est l'espace engendré par 1. On a l'espace engendré par x, l'espace engendré par x carré,
etc., jusqu'à l'espace engendré par x puissance n. Donc tout ça, ce sont des espaces qui correspondent à des lambdas différents, donc à lambda égale 0, lambda égale 1, lambda égale 2, jusqu'à lambda égale n. Et donc ces espaces-là sont en somme directe, ce qui n'est pas une nouveauté, d'accord? On est juste en train de dire qu'un polynôme, on peut l'écrire, enfin là, ils sont en somme directe, en fait, leur somme est égale à tout l'espace. Mais donc là, ce que je suis en train de dire simplement, c'est qu'il y a une unique façon d'écrire un polynôme comme combinaison linéaire de 1, x carré jusqu'à xn. D'accord? Donc l'unicité, c'est le fait qu'ils sont en somme directe. Et le fait qu'on puisse écrire tout polynôme de Rn crochet x comme ça, c'est le fait que ces polynômes, l'espace engendré par ces polynômes est égal à Rn crochet x. D'accord? Donc ça, c'était pas demandé, mais c'est vrai. Ok, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? On s'arrête après les questions. Oui. Ouais. J'écoute. Est-ce que vous pouvez réexpliquer pourquoi le fait que moins lambda à 0 plus la somme des k-l à kxk égale 0, ça implique que c'est équivalent au fait que k-l à k égale 0. Un polynôme est nul si et seulement si ses coefficients sont nuls. Ouais, ça oui, mais il reste le moins lambda à 0. Mais le moins lambda à 0, c'est le cas où k est égal à 0. Et là, ta somme, elle commence. Cette somme-là, c'est la même chose que la somme pour k allant de 0 à n de k moins lambda à kxk. Ah ouais, d'accord. Ok, parce que quand tu fais k égale 0, tu récupères moins lambda à 0 fois 1, fois le polynôme constant égal à 1. Ouais. D'accord? Donc, il n'y a pas un truc différent. Okay. Autre question? Oui, monsieur. Quand vous dites si lambda est égal à k0, donc qui appartient à l'ensemble 0n, comment vous en déduisez que l'ensemble des solutions, c'est le sous-espace vectoriel engendré par xk0? J'ai pas compris le alors. Donc je refais le raisonnement. Donc, si je suis... Donc, lambda est égal à k0. Si k est différent de k0, j'ai l'équation k moins k0 ak qui est égale à 0. D'accord? Mais ça, c'est non nul. Oui. Donc, ça implique que ak est égal à 0. D'accord? Donc, si je prends une solution, donc là, je fixe lambda égale à k0 et je cherche une solution. Je cherche un polynôme qui vérifie ça. Donc, ce que je dis, c'est que quand k est différent de k0, cette équation-là me dit que ak est égal à 0. On est d'accord ou pas? J'ai k moins k0 fois ak qui doit être nul, et k moins k0, il est non nul. Donc ak est nul. D'accord. Une fois que je sais que ak est nul pour tous les k différents de k0, bah ça me dit exactement, donc tous les coefficients sont nuls, sauf celui devant x puissance k0. Donc ça me dit que P est de la forme ak0, xk0. Et réciproquement, si mon polynôme est de la forme ak0, xk0, eh bien, toutes ces identités-là sont bien vérifiées, puisque quand k est différent de k0, on l'a déjà vu, il n'y a pas de ak0 et ak est nul. Et quand k est égal à k0, eh ben, c'est nul parce que simplement le premier facteur ici est nul. Ok. Ouais? Si, c'est bon, merci. Pour A, B et C, on a juste utilisé la linéarité de F, en fait, et pas le fait que ce soit un endomorphisme du coup. Alors. Non, ça n'a pas de sens.